Salam alaikum, Azul, bonsoir. Rétro info de la semaine comme chaque samedi et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau. D'habitude on donne par ordre alphabétique mais aujourd'hui je vais faire l'inverse. J'ai commencé donc par Azedine Zailani, homme politique algérien. Merci d'être avec nous. Merci de nous avoir invités. Rachid Nekez, président du MJC. Salam alaikum, merci pour l'invitation. Et Samir Bellatesh, militant des droits de l'homme et blogueur très connu. Merci Samir d'être avec nous. Merci. Alors, nous allons donc parler des sujets les plus importants de la semaine, qui auront été les législatives, le rôle des experts de l'UE notamment, et des autres experts internationaux. Dans le même temps, nous parlerons de législatives comme fonds de commerce pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui considèrent que c'est le moment. C'est un peu comme les bouchers, les vendeurs de Ramadan, à l'approche de l'Aïd. C'est le moment où ils font leur plein. Il faut cartonner. Il faut cartonner. Donc les législatives, pour beaucoup de gens, c'est le moment de se remplir les poches, d'asseoir des carrières, de préparer des retraites, de tracer le chemin pour les privilèges, etc., etc. Et le dernier... dans le même sillage, nous parlerons du boycott comme sursaut civique. Et enfin, le dernier sujet, c'est les fruits et légumes, comme on l'a titré hier dans un top 3 Darja, Nar Sha'la. Alors, commençons par les législatives. Le titre, est-ce que nous avons le titre? Ah, d'accord. Problème, nous n'aurons pas de titre aujourd'hui, je suis désolé. Donc, qui se lance sur les législatives? Oui. Bah, je permettrai. Donc, alors, la première question, il me semble, c'est les experts. Les experts étrangers, oui, notamment ceux de l'UE. Hein. Voilà. Non, il n'y a que les experts de l'UE. Il y en a 4. Les autres, c'est les observateurs. Ah, d'accord. Si vous me permettez un petit peu de mettre Je vous remercie pour la... Alors, expliquez-nous un peu la différence. Voilà. Les observateurs de certaines organisations comme l'OUA, la Ligue arabe et un degré moindre, le Conseil islamique, oui. La conférence islamique, l'OCI, l'Organisation de la conférence islamique, ils viennent en tant qu'observateurs. On sait ce qu'est le rôle des observateurs. En fait, la question ici, c'est sur les experts, mais pour ne pas s'étendre. Donc, les observateurs sont pratiquement sur Alger parce qu'ils ne peuvent pas aller voir des dizaines de milliers de bureaux de vote. Combien même ils assisteraient, combien même il y aurait 40 000 observateurs sur chaque bureau de vote, le jeu ne se fait pas dans les bureaux de vote. Absolument. Il se fait au ministère de l'Intérieur, là-haut, et parfois même le résultat... Et je rappelle le nombre de bureaux de vote, 53 000. Voilà, plusieurs dizaines de milliers, je dis. Donc, dans chaque commune, parfois, on trouve 2 ou 3 bureaux de vote, ou même plus. Et donc, ça ne se passe pas dans les bureaux de vote. Ça ne se passe pas dans l'urne maintenant. Ça se passe d'une manière beaucoup plus sophistiquée, beaucoup plus claire et radicale au ministère de l'Intérieur, qui annonce souvent, comme la dernière fois, des résultats avec les pourcentages, avec tout ce qu'il faut, avant même que les mairies n'aient transmis à la wilaya leurs résultats propres. Et c'est ça le propre de la fraude, parce que beaucoup de gens qui vont dans les bureaux pour surveiller, ils pensent que c'est à leur niveau, alors qu'en fait c'est au niveau de la consolidation. Tout à fait. Ça se passe. Voilà. Donc les observateurs, on n'en parle pas, ils sont à Alger, ils n'ont aucun rôle, aucune... tout cela, et les experts? Alors les experts, ils viennent, ils sont 4. Oui. Il y a 4 experts de l'UE. On dit qu'ils sont 4 de l'UE et 2 des États-Unis. Peut-être. Oui. Et alors, ils observent les processus... techniques, disent-ils. Techniques, voilà. Oui. Alors moi, ce que je pourrais leur suggérer personnellement, sans rentrer dans les détails, c'est d'observer, de scruter, de bien voir le mode de scrutin. D'accord. Le mode de scrutin. Comment voilà. Parce que la fraude ou les élections, tout ce qu'on veut, se font aussi par la manière dont le vote. Alors, laissez-moi vous dire pendant 1 minute ce qu'est le mode de scrutin en algérien. Même pas 1 minute. Il s'appelle scrutin proportionnel de liste. On rajoute au plus fort reste. C'est-à-dire, c'est la tête de liste qui a l'ensemble des voix. C'est-à-dire si moi j'ai voté pour le 15e de la liste. Voilà, ces voix iront vers vous. Voilà. Deuxièmement, la tête de liste est choisie par le parti. Oui. Et pas par, disons, la wilaya. Oui. Donc ça donne un immense pouvoir aux partis politiques. À celui qui sélectionne les positionnements des gens. Et ça,
C'est ça l'une des causes fondamentales de la shkara. C'est pour ça que les têtes de liste se vendent très cher. Voilà. Parce que ceux qui ont la tête de liste, premier, deuxième, troisième, sont quasiment assurés d'être élus. La shkara a l'une des causes particulières aussi sociologiques et autres, etc. C'est qu'ils savent parfaitement qu'il suffit de donner ceci ou cela au chef du parti pour qu'il puisse avoir la première place et donc avoir aussi les voix du deuxième, du troisième, du quatrième, etc., qui sont placées selon... Donc selon vous, il devrait se focaliser sur le mode de scrutin. Sur le mode de scrutin, il doit changer, absolument. Et pour ce qui est du corps électoral, tout le monde sait que, comme 2012, la consultation du code du corps électoral, des listes du corps électoral, leur a été refusée. Pas d'accès. On leur a dit non, vous ne pouvez pas accéder à la liste du corps électoral. C'est des errements. Lors des dernières élections présidentielles, ils ont produit un CD qu'ils ont distribué à tous les candidats. Un CD qui contient l'ensemble des éléments concernant le fichier électoral. Pas simplement lors d'élections présidentielles, pas simplement d'une circonscription, mais de toute l'Algérie. Oui. Il a été mis en CD et donné parfois à des personnes qui n'ont rien du tout. Ça veut dire c'est accessible malgré tout? Pardon? C'est accessible, vous voulez dire? C'était accessible à l'époque, on leur a donné des CD. Et maintenant? Maintenant, ils décident de fermer pour un certain nombre de considérations. Ils considèrent que... mais auparavant, il l'a déjà donné. Parce qu'il semble qu'il y ait un gros problème en matière d'épuration des décès, par exemple. Ils disent avoir épuré, je ne sais pas, 700 000 Moi, ou 100 000. Je crois que c'est... Effectivement, il y a cela. Et les doubles listes. Écoutez, pendant la période l'Ashriya Souda, tout ça, il y a eu beaucoup de déplacements de population. Il reste toujours des déplacements de population. Le système électoral, la domiciliation, la résidence, l'administration, si on rentre dans ces jeux-là, on n'en finira pas. Quelle que soit la fiabilité des listes électorales, en supposant qu'elles soient totalement épurées et bien faites, et qu'on a enlevé les morts, les décès, les malades, les immigrés, tout ce qu'on veut, et que le corps électoral est nickel, c'est celui-là, y compris celui des militaires, celui de ceci, celui de cela. La question est que le choix des élus est décidé en quota par le plus haut niveau. Et peut-être préalablement avant même les élections. Samir Bellatech. Sur les législatives, en fait, je pense que le régime en place, il essaie d'organiser des élections, il essaie de gérer une scène politique qui n'en est pas une, en fait, tout simplement. Moi, je ne reviendrai pas sur ce qui vient d'être dit, notamment sur ces dysfonctionnements liés à la façon de désigner les gens. Je passe sur la shkara qui est devenue un mode de gestion dans ce genre de situation. Moi, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas d'élection viable et valable en Algérie parce que la société n'est pas représentée, les gens n'ont pas le droit de s'organiser, ils n'ont pas le droit de créer des partis, des organisations, etc. Ils n'ont pas accès aux lieux publics pour s'exprimer, être en contact avec la population. Faire alors dans ce cas ces experts moi, je dirais, dans ce contexte-là, moi j'ai tendance à dire qu'il y a une sorte de connivence entre les puissances voisines, notamment européennes, avec la dictature qui est en place depuis 1962 et qui ne reconnaît rien du tout en fait. Les gens ils ne peuvent pas bouger. On a l'exemple de M. Nkez qui a harcelé notamment sur ses activités politiques. Donc voilà. Non mais Samir Bellatech, pour être plus... Ces experts qui ont été délégués par l'Union européenne à la demande, rappelons-le, du ministère algérien des Affaires étrangères. C'est lui qui a demandé qu'on leur envoie des experts pour superviser. C'est le mot qui a été prononcé. Superviser les élections. Et l'Union européenne, qui sait très bien ce que vous êtes en train de dire, peut-être même qu'ils le savent mieux que nous. Oui, pourquoi ils ont accepté? Qu'est-ce qui guide leur... Il y a une connivence, bien sûr, parce qu'il y a du business qui se fait entre les deux rives de la Méditerranée, qui fait qu'on a besoin de procéder comme ça, en fait, d'une manière totalement immorale, en plus d'être illégale, etc. Quand on traite avec une dictature, il faut savoir qu'il faut que les Européens sachent qu'ils ont une complicité avec des actes illégaux et des fois même criminels.
parce que ces dictatures-là, des fois, elles ont du sang sur les mains. Et quand on est complice avec eux, on devrait rendre des comptes. Juste une dernière chose à propos des experts, des commissions, etc. Moi, il me semble que depuis le temps qu'on suit ces élections, cette façon de faire, chaque année, les commissions européennes, etc., sortent des rapports où ils disent qu'il y a un gros dérapage et que les règles ne sont pas respectées, etc. Mais à quoi bon, en fait? À quoi bon? Après avoir cautionné soi-même. Cautionné d'une manière médiatique, fait en sorte que... d'envoyer des experts, etc. Ensuite, on sort un petit rapport que personne ne commente, en fait, où on dit qu'on a effectivement remarqué qu'il y a des manquements, etc. Ça ne joue pas. Du coup, voilà dans quoi sont les Algériens. C'est ce qui fait que les Algériens, ils n'y croient absolument pas. Ils ne vont pas aller voter, les Algériens, tout simplement. Hein. Nous allons parler du boycott. Rachid Nekaz, Samir Bellatesh est en train de nous parler tout simplement de duplicité. D'un côté, il vous envoie ses experts pour cautionner l'arsenal de la fraude, et de l'autre côté, quand ça passe, pour se laver les mains, Ponce Pilate, il vous dit oh oui, c'est pas très net, c'est pas très clair, mais en dehors des experts, ce sont d'autres institutions qui s'expriment. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de faire? Moi, je suis totalement d'accord avec l'analyse de Samir. Il faut vous mettre du point de vue européen. L'Union européenne a été traumatisée par deux conflits. À la fois le conflit libyen, qui a vu venir sur les côtes européennes des centaines de milliers de personnes, et d'autre part le conflit syrien, plus de 4 millions de réfugiés syriens. Donc la priorité aujourd'hui pour l'Union européenne, c'est de mettre fin, en tout cas de limiter au maximum l'afflux d'immigrants qui viennent d'Afrique. Et l'Algérie apparaît aux yeux de l'Union européenne comme un pays stable. Et s'il y a une chose à laquelle j'aimerais dire qu'ils ne veulent pas faire, c'est jouer avec le feu avec l'Algérie. Ils préfèrent cautionner le régime des 40 voleurs plutôt que de s'aventurer dans un processus réellement démocratique dont on ne sait pas à quoi il va aboutir. Mais justement, excusez-moi de vous interrompre, est-ce qu'ils ne procèdent pas du contraire de ces préoccupations dont vous nous parlez, puisqu'ils sont en train de soutenir un régime qui mène le pays droit au désastre, droit au mur, et que si, à Dieu ne plaise, que si ça explose un jour, l'Europe va se retrouver, ça ne sera pas la Syrie, ils vont se retrouver avec des millions de réfugiés. Et Dieu sait que la France, entre autres, sera la destination privilégiée de tout ce bot people qui se prépare, à Dieu ne plaise. Vous savez, l'Europe est régie par des élections périodiques de 4 à 5 ans. Ils ont une vision à court terme. Ils ne sont pas là à imaginer ce qui va se passer dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et je vous rappelle que ce sont les multinationales étrangères, notamment européennes, qui ont des intérêts très importants avec l'Algérie. Et ces multinationales, elles préfèrent les dictatures aux démocraties. Je vous donne juste un exemple. Total a longtemps marchandé avec le régime dictatorial birman, de Birmanie. Et Dieu sait que les Rohingyas birmans se font massacrer par le régime en place. Donc il faut savoir qu'historiquement, que ce soit les Américains, les Européens, ils ont plutôt une préférence pour les dictatures plutôt qu'avec la démocratie, parce que la démocratie, elle change très vite. Regardez ce qui s'est passé lorsque Allende est arrivé au pouvoir en Chili le 11 septembre 1973. Très vite, il a nationalisé les compagnies chiliennes, notamment de cuivre, et très vite, les États-Unis... il a été neutralisé. Par la CIA américaine. Donc, l'Europe, comme les États-Unis, ont plutôt intérêt à travailler avec le régime des 40 voleurs qui va stabiliser la situation politique intérieure pendant 10 ou 20 ans, et après, ils verront. En tout cas, je tiens à dire une chose, par exemple. Il faut savoir que l'ancien ambassadeur de France à Alger s'appelle Bernard Rébier, et il y a 90% de chances sur 100 qu'il devienne le chef des services secrets français. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que les 40 voleurs négocient depuis longtemps avec les services secrets français pour museler la démocratie algérienne. Et il y a des, comment dirais-je, un échange de bons procédés. Est-ce qu'on est en train d'apporter un peu d'aide, disons, à ce régime parce qu'on tient des choses sur lui, parce qu'ils viennent blanchir leur argent sur le territoire français, parce qu'ils y détiennent des fortunes détournées, et pas seulement celles que vous avez détournées, qui sont des petites miettes. Révélées. Révélées. Bien sûr, oui. Est-ce que c'est un échange de bons procédés? Et bien sûr, mais c'est pour ça que si on aime l'Algérie, si vraiment chacun de nous, et comme j'en doute pas, on aime l'Algérie, il faut aider les 40 voleurs à quitter le pouvoir par la grande porte, car c'est la seule façon
de ne pas laisser une situation où idehum selminum ketfin. Aujourd'hui, les 40 voleurs ont les pieds et les mains liés, car notamment la France a des informations très sensibles sur ces personnages et elle les tient. Donc il faut aider l'Algérie et en libérant ces 40 voleurs, on aidera les 40 millions d'Algériens. En fait, ils leur font du chantage, c'est ça? Voilà, Totalement. pour dire les choses comme... voilà. Moi, j'ai envie Depuis de les dire- boîtes de Tibérine jusqu'à l'argent qui est caché dans les banques européennes. Ils utilisent ça. Certains Mais même j'ai parlent envie de quand même- reconduction de Bouteflika à un quatrième mandat. Sur cette base, c'est avec ça qu'ils ont tenu tout le monde par la barbichette. Même à l'intérieur du régime, ils se tiennent les uns les autres avec ce genre de choses. Absolument. Moi, j'ai envie de dire que l'intérêt des Européens n'est pas tout à fait le même que l'intérêt des multinationales. Il faut le dire, y compris à nos amis européens qui nous regardent et qui suivent et qui comprennent un petit peu ce qui se passe, que les intérêts de ces sociétés-là avec les dictatures n'est pas le même intérêt que celui des nations. peuples, des nations et des peuples européens et du peuple algérien et des peuples du Maghreb. Mais le peuple n'a pas son mot à dire, si je peux me permettre. en Il faut Europe. qu'on y vienne. Le peuple européen n'a pas son Et mot à là, dire. ce serait Ce sont les l'objet d'une autre organisations, émission. les institutions européennes. Donc, Samir Belatech a parlé tout à l'heure du boycott. Alors, aujourd'hui, le boycott, pour les uns, c'est un sursaut civique, c'est un sursaut salvateur, c'est la dernière planche de salut pour empêcher le régime donc d'accomplir, de perpétrer ce qu'il est en train de préparer. Et d'autres, au contraire, disent que le boycott est la porte vers l'inconnu. Le FFS qui l'a dit, hein, le boycott est un chemin vers l'inconnu. D'autres disent non, le boycott est dirigé directement par la main étrangère. D'autres disent non, le boycotter, c'est ne pas être nationaliste. D'autres disent le boycott, c'est être des harkis, etc. Alors, à votre avis? Il y a plusieurs raisons qui font que la population, même en Europe, même dans les pays démocratiques, ignore l'opération électorale et refuse. Alors, nous ne sommes plus dans l'abstention. Hein. Voilà. Nous parlons de Donc, boycott. je parle de l'abstention. Maintenant, il est difficile, techniquement, de savoir qui s'est abstenu parce qu'il s'en fiche, ou parce qu'il refuse, ou parce qu'il a autre chose à faire, ou parce qu'il est à l'hôpital, ou parce qu'il y a plein de raisons de cela. Il y a toujours un pourcentage de 10 et 15% de personnes qui ne votent pas. Ils sont en voyage, ils sont dans des situations comme ça. On a vu des scores terrifiants de 99%, quelque chose, lors de certains référendums en Algérie. Inhumains, des scores inhumains, totalement inhumains. Maintenant, il y a des appels politiques à refuser ce vote, à le refuser volontairement et à faire parfois même un boycott actif, c'est-à-dire pas simplement s'abstenir de voter, mais faire tout ce qui est dans le pouvoir des citoyens, des individus, des personnes, d'empêcher que l'opération électorale, qu'elle soit dans les affiches, que ce soit, d'empêcher que le vote se fasse parce qu'ils considèrent que c'est une arnaque qui va encore aggraver leur situation en allant vers une représentation non crédible, etc. Et donc il y a des appels de citoyens, de partis politiques et autres en disant mais non seulement ne partez pas, non seulement abstenez-vous, mais en plus faites tout pour que cette mascarade ne se fasse pas normalement et que l'opinion publique internationale sache que la population, du moins dans sa majorité écrasante, refuse ces mascarades. Ça veut dire c'est occuper les lieux, c'est passer de cette phase de résignation, d'indifférence à une mobilisation militante. Militante et active en disant ras-le-bol, on est en train d'utiliser nos voix d'une manière ou d'une autre pour pouvoir asseoir un régime qui est ce qu'il est, etc. Et donc il faudrait une révolte citoyenne. Et comment la révolte citoyenne pourrait se faire que, entre autres, lors de ces campagnes qui vont durer 3 semaines, sans plus, avant que tout le monde parte. Pourquoi parlez-vous de révolte? Pourquoi pas tout simplement des manifestations? C'est beaucoup plus pacifique. Les manifestations la révolte, elle peut être pacifique. Elle peut déraper, tandis que les manifestations, Elles globalement... peuvent déraper aussi. Non, quand je parle de révolte, je parle de révolte citoyenne. Je ne parle pas, moi, de... Vous parlez de mobilisation citoyenne, peut-être. Non, mais de révolte. Non, individuelle. Rejeter quelque chose. Je suis révolté, personnellement. Personnellement, je suis révolté à ce qui arrive à mon pays. Ce qui arrive, comment on se joue de la représentation populaire qui est sacrée. Des voix, je suis révolté. Ça ne veut pas dire que moi, je vais aller casser ou détruire ou inviter les uns aux autres à faire cela. C'est important de préciser. Au contraire, bien au contraire. Ce genre de comportement violent sert le régime.
Barakallahu fik. Rachid Barakallahu Nekaz, fik. allez-y, Oui. pour enchaîner, puisque vous... Vous savez, je crois vraiment on est à fin de cycle avec ce que j'appelle les 40 voleurs aujourd'hui. Ils n'ont plus 50 ans. Ils avaient 50 ans en 91. Aujourd'hui, ils ont 75, 80. Donc l'avenir est derrière eux. Il n'est pas devant eux. Vous voulez laisser faire le temps? Je veux faire du temps notre ami, l'ami de toutes celles et ceux qui veulent un changement pacifique en Algérie. Et je crois que le moment est venu de leur tendre la main à ces personnes qui ont les pieds et mains liés, notamment avec les puissances étrangères. Je vous rappelle que les 40 voleurs ont donné 100% du gaz d'Élysée à la France, à l'Espagne, à l'Italie. Ils ont donné 65% du gaz Adrar à Gaz de France jusqu'en 2043. Donc je crois qu'il faut les aider à partir. Il faut leur pardonner. Je sais que c'est difficile, mais je crois que dans l'intérêt de l'Algérie, il faut aider ces personnes à partir pour qu'il y ait un vrai changement pacifique en Algérie. Je suis dans cet esprit-là et je crois que c'est la seule solution pacifique et possible Mais, en Algérie dans le contexte actuel. Permettez-moi de vous interrompre. Je vous en prie, vous c'est Azdel. Très rapidement. Cette notion d'aider ces gens-là à partir, bien entendu, je comprends vos intentions, c'est-à-dire qu'ils partent de manière stable et qu'on évite, Pacifique. voilà, et pacifique, Sans jouer avec etc., le feu. pour qu'on évite ce qui s'est produit avant et tout cela. Barakallahu fik. Non, mais ces gens-là ne vous écoutent pas. Ces gens-là ne sont pas sages. Le temps va les Ces écouter. gens-là ne sont pas venus pour partir. Ils Par vont partir. quel que soit le moyen, bien sûr qu'il faut qu'ils partent. Mais ils vont partir les par aider le à temps. partir. Le temps. Mais ils vont vous prendre. Ils sont je pas vais éternels. apporter de l'eau à votre moulin. C'est Je vais Azdel, apporter de ils l'eau sont à votre pas moulin. éternels. Une chose. Oui, pardon, c'est Jabal Din. Qu'est-ce qu'on est en train de remarquer? Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Leur donner, à la limite, moi, j'irai plus loin. Les amnistier, leur permettre de ne pas partir tout de suite, rester encore 10 ans. Prenez votre temps, mais entrez dans une dynamique Moi, je leur de donne 20 ans. transition. Je suis d'accord avec vous. Le problème, c'est comme vous dit Asdine, le problème est que d'abord, ils ne sont pas venus pour partir, et là, et de deux, on est en train de constater sur le terrain qu'ils sont en train de préparer leur relève. Non, ça ne marchera pas la relève. Ah Alors oui, ça, mais je peux vous le c'est- dire dès c'est- maintenant. C'est ça y est, c'est dans les. C'est Jabal Écoutez, Din. ils sont Là, en ça train de marchera pas. de- Ce sont les derniers tenants de la légitimité révolutionnaire. Quelle légitimité révolutionnaire? Qu'on Ce le ne sont veuille pas ou des non. révolutionnaires. Non, non, aux yeux du peuple algérien. Vous savez, il faut, Non, quand on non, fait un ils ne sont diagnostic. pas des révolutionnaires, Allez, ils n'ont aucune légitimité. c'est Jabal Din. Je vais me comporter pendant 20 secondes comme un médecin alors que je ne suis pas médecin. Oui, Pour le peuple algérien, oui. le peuple algérien considère que le président Bouteflika a une légitimité révolutionnaire, Ouais. que vous le vouliez ou non. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les 40 voleurs s'attachent au président Bouteflika, parce que personne d'autre dans l'équipe Est-ce n'a que une vous avez entendu légitimité parler des révolutionnaire. enfants de Chouhada, des enfants de Moujahidine? Oui, Hein? tout à fait. Eux aussi vont venir vous dire, nous avons la légitimité révolutionnaire de nos parents. Non, non, ça Moi, je marchera suis pas. fils de Là, Shahid, regarde. moi, je suis fils de Moujahid. لا لا ماشي مملكة تاع الثورة Ah, كاش. pourtant, c'est ce qui se passe. Non, Ben, non, Nachid ça Nekaz, marchera ouvrez pas. les yeux. Croyez-moi, s'il y avait une autre forme de légitimité révolutionnaire, en 2014, les 40 voleurs se seraient mis d'accord sur un autre candidat. Ils ne l'ont pas fait car, aux yeux du peuple algérien, le seul, aujourd'hui, qui a la légitimité révolutionnaire et qui a une responsabilité politique, c'est le président Bouteflika. Après lui, il n'y en aura pas. Et ils le savent très bien. Samir, une question en particulier, vous qui êtes très connu pour être l'un des premiers blogueurs algériens, qui êtes toujours très très actif sur les réseaux sociaux. Comment se passe le boycott sur ces réseaux sociaux où nous assistons à l'avènement, hein, c'est le mot, hein, d'une nouvelle catégorie de militants qui sont carrément des journalistes citoyens. On a même l'impression que le régime algérien est très sensible à ce qui se passe sur Facebook. Oui. Et on se demande même si est-ce que, ce que les Algériens de l'intérieur sont en train de vivre là. On est en train de leur brader, un peu comme on le disait tout à l'heure, l'accès à Internet et tout. On se demande est-ce que c'est pas ça qui explique cela. C'est-à-dire est-ce que Est-ce que le régime n'est pas en train de réagir? il a peur de l'Internet, ce qui se passe sur Facebook, par exemple, par rapport aux législatives. Mais il faut les voir, les jeunes, en fait. D'abord, ils en ont fait tout un sujet de rigolade, en fait. Ils regardent faire les acteurs politiques, des partis politiques et tout ça qui participent aux élections, et les jeunes sont morts de rire. Voilà, il y a de quoi, en fait. Et peut-être que ça gêne un peu les dirigeants parce que
sur Facebook et sur Internet, on voit à quel point les Algériens ne trouvent pas légitimes ces élections. Ça crève les yeux, en fait. Et ça les gêne, parce que par ailleurs, ils ont l'habitude de contrôler les médias, de contrôler le flux de l'info, le récit, justement, etc. Samir, Là, ça échappe à leur contrôle. Justement, je vous remercie de me tendre la perche. Alors, ce régime qui contrôle les chaînes de télévision, toutes, il contrôle toutes. Et celles qui ne contrôlent pas, comme Al-Maghribi, il lui refuse l'autorisation d'exercer en Algérie. Sinon, il ferme le truc Belkzoula. On l'a Voilà. Ça veut dire même, il pousse même le bouchon à « je ne vous donne pas d'autorisation d'exercer, vous pouvez exercer illégalement. Mais à condition, vous restez dans le cadre. Et si vous sortez du cadre, je vous ferme, comme Atlas TV et El Watan. On en a vu. Bon, ça, il contrôle. Les journaux de la presse écrite, ils contrôlent, par le biais de la publicité et du bâton de la fermeture. Internet, ils ne contrôlaient pas. Mais là, on est en train de nous dire, et c'est en train de circuler comme une traînée de poudre, l'information, que l'actuelle fermeture d'Internet, pour des raisons techniques, nous dit-on, en fait, serait dictée par l'entrée en jeu d'une société qu'on nous dit sud-est asiatique, mais je vous vois ce qu'on m'a vendu, qui aurait donc contracté quelque chose pour faire de l'Algérie un système quasiment expérimental, où ils vont réduire, parce qu'il est facile de couper Internet, mais ce qui est plus difficile, c'est de réduire la connectivité à sa plus simple expression. Et là, ils seraient en train de faire de l'expérimentation. On sait que le régime algérien, depuis les événements de ce qu'on a appelé la révolution arabe, depuis début 2011, ils ont une peur mais incroyable de l'Internet. Ils ont même une peur très clairement démesurée, en fait. Ils donnent des pouvoirs à l'Internet qui ne sont pas ils croient que c'est Internet qui fait la révolution, etc. C'est un peu parce qu'ils ne connaissent pas le sujet, c'est tout nouveau pour eux. Et donc, ils le diabolisent, ils essaient de le contrôler. On a beaucoup d'informations dans le même sens que ce que tu dis, Jamaldine. Il reste à les confirmer et tout, parce que c'est difficile d'affirmer des choses quand on ne peut pas les confirmer. Mais on suppose, voilà, il y a des informations qui viennent de l'intérieur du régime, qui nous parlent d'experts qui sont installés, de casernes de l'armée qui sont dédiées à ce genre de choses, etc. On sait aussi par ailleurs que d'autres pays comme la Tunisie du temps de Ben Ali et la Libye du temps de Kadhafi et tout ça, utilisaient du matériel et des spécialistes, notamment occidentaux ou même asiatiques, qu'ils payent très très cher, pour fliquer les internautes, casser les mots de passe pour aller dans leur boîte personnelle. Les calomnier, semer la confusion. Ils écoutent les communications, soit par Skype ou par autre chose. Du coup, non, le régime, c'est pas étonnant qu'il procède de cette manière. Il y a le modèle chinois, vous savez que Facebook est interdit. Ah oui, absolument. Il y a des modèles. Un contrat où ils ne traitent pas de certains sujets. Et vous savez que les 40 voleurs, leur rêve, c'est d'arrêter Facebook. Parce qu'il y a des millions d'Algériens, plus de 10 millions d'Algériens sur Facebook. Et si aujourd'hui il y a un contre-pouvoir, comme disait Samir, c'est Facebook. Et surtout les lives, les vidéos. Il y a un autre truc aussi qu'il faut signaler, je pense, à propos de ça, c'est le monopole de l'État sur l'accès à Internet. En fait, autrement dit, ils ont un interrupteur. Ils coupent un interrupteur national, c'est-à-dire ils peuvent arrêter Internet du jour au lendemain, à partir d'un endroit centralisé. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays où il n'y a pas un monopole comme ça du décideur, du roi, du God, du dieu de l'Internet. C'est-à-dire c'est lui qui a le pouvoir de vie et de mort sur l'accès à Internet. On ne peut pas le voir dans les pays démocratiques. Alors nous allons aborder l'autre sujet qui est celui de la participation. Donc est-ce que ces gens, on les appelle aujourd'hui les participationnistes, c'est très péjoratif. Est-ce qu'ils vont aux élections réellement pour essayer de représenter leurs électeurs? Est-ce qu'ils y vont par conviction pour essayer d'apporter leur vision de la gestion du pays et aussi, c'est très légitime. Vous parlez des 12 000 candidats, vous êtes d'accord? De tous ceux qui participent aux élections. De trouver un moyen pour parvenir au pouvoir, ou est-ce tout simplement parce qu'ils y vont pour se sucrer, pour prendre des quotas, prendre des privilèges, des crédits bancaires, préparer des retraites, avoir des lots de terrain, avoir de l'ashkara. Nous connaissons un peu tout ce que se permettent les gens qui accèdent au
Parlement. Un petit mot, Malish, Oui, si oui. je peux me permettre, parce que je voulais revenir, on parlait de ça justement Oui. tout à l'heure, après je vous laisse la parole. Oui. C'est juste sur c'est-à-dire sur le boycott. Est-ce que le boycott est une bonne façon? Est-ce que c'est un boycott? Est-ce que c'est une abstention, etc. En fait, moi, il me semble que les Algériens ne vont pas voter depuis un moment, en fait. Ils ne croient plus aux procédures mises en place par le régime en place, que ce soit des élections ou quoi que ce soit, en fait, d'autres. Les gens ne croient pas, du coup, à mon avis, ils s'abstiennent. Ils ne boycottent pas, ils s'abstiennent. Pourquoi je fais cette différence? Parce qu'on croirait qu'il y a une démarche politique organisée, donc qui a du sens et qui vise à dénoncer ces élections, etc. À mon avis, ce n'est pas le cas. Les gens s'abstiennent de voter parce qu'ils ne font pas confiance ni au régime, encore moins, à mon avis, non. Pas non. Facebook, Ça par peut- exemple. à mon sur avis, Facebook. À mon avis, non, il y a une grande conscience des Algériens. On le voit notamment sur Facebook. Moi, autour Sur de les- moi, sur je le le- vois sur tous la- les jours. Dans la rue, les panneaux électoraux qui sont en Absolument, train les d'être gens dévastés. ça ne veut pas dire que les gens ne Ouais. sont pas conscients. Par contre, je pense que ça ne peut pas avoir un sens politique à partir du moment où il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de personnalité, il n'y a pas de militants, il n'y a pas d'élite qui donne du sens à tout ça. Et le constat est qu'il n'y a rien de tout ça. Il y a Parce pas qu'ils ne croient plus il y en a pas personne. il ne croit plus en personne et il n'y a Pourquoi plus d'après personne. vous l'élite de ce Il n'y a plus manifeste personne en qui Normal croire, Jazairi. Jamel Din. Pourquoi l'élite algérienne est absente, que ce soit en Algérie ou à l'étranger? Mais Normal non, Jazairi. l'élite, à mon avis, c'est un long sujet. On avait déjà dit qu'on allait peut-être revenir sur ce sujet. On y plus reviendra. longuement. Parce Mais- que l'élection, c'est le moment de les médecins, les non, mais architectes, on y reviendra les au cours de la ingénieurs. semaine L'élite, elle a été dégagée. On lui a fait peur. Une bonne partie est morte, une balle dans la tête. Et une grande partie est partie à l'étranger. C'est C'est-à-dire exilé. le régime, il a nettoyé la scène. Mais les Absolument. étrangers, ils ne sont pas visibles. Alors, Voilà. nous allons passer au sujet donc de... Astaghfirullah. Les prix des produits, non? Les fruits et légumes. Les fruits et légumes. Hier, on a lancé en Derja le sujet où on a dit Nar Shala. Parce que de très larges couches sociales ne parviennent plus, non pas à vivre normalement, non pas à vivre dans la dignité, mais à se nourrir normalement. Elles sont au bord de l'inanition. Elles se vêtissent dans les friperies. Elles ne prennent pas de vacances. Elles ont Il n'y a oublié... pas beaucoup d'Algériens qui prennent des vacances. Et Déjà, il il y a- faut payer oui, le visa oui, oui. et l'avoir. Même à l'intérieur du pays, je ne parle pas de la Tunisie, de la Turquie, du Maroc et ailleurs. Vous avez vu le prix des hôtels en Algérie? Oui, C'est oui, la même chose qu'en c'est Europe. très cher. Même le camping est très cher. Ils ne prennent plus de vacances. Ils ne s'habillent plus de neuf. Et je ne parle pas des couches les plus défavorisées, comme les handicapés, les retraités, les chômeurs. Donc, avec la flambée des prix, par exemple, les cerises ont atteint un prix absolument... j'ai même honte de le dire. Incroyable. 2 millions le kilo. C'est-à-dire plus cher que le SMIC. Vous imaginez? C'est comme si en France, ici, vous allez acheter un kilo de cerises à 1 400 €. C'est le prix d'un billet d'avion. L'ordre de aller-retour. grandeur. Mais Par les Genève. et pas seulement les produits alimentaires. Le loyer, le gaz, l'électricité, le transport. Il y a un téléphone qui sonne. Ça arrive. Alors, Ouais, ils donc... n'ont pas coupé les téléphones, mais je sais qu'il m'a fait le bled حبسوا كاع Facebook. Ah, là, voilà. À la BEC, ils sont obligés de passer par VPN pour parler sur Facebook. Parce que moi, je suis en contact tout le temps avec notre C'est ce qu'on correspondant ce qu'on est à en Alger, train de dire, donc oui, notre fille d'Alger. oui. Donc, il n'a pas Internet, mais je peux lui parler donc, via Viber, mais parce qu'il utilise une connexion VPN. En fait, on a annoncé C'est du qu'il y a plus sabotage à d'Internet, l'algérienne. mais tous les Algériens sont sur Internet. Oui, oui. Et en fait, il y a les VPN. Ils utilisent les VPN. Tavia, دخنوا مش Tavia. Sabotage. Aziz Alani, au Enfin, sujet des prix parce des que, produits. Non, je préfère. Vous m'avez interpellé sur un sujet, celui d'avant. Mais Et je n'ai pas pu. je vais vous dire la répondre. vérité. C'est de ma faute. C'est parce que j'ai oublié. Donc, J'ai oublié. voilà, vous avez oublié. On va essayer de. Ah bah allons-y. J'avais 2 mots à dire Oui, sur oui. cette question de légalité, légitimité des élections et tout cela. Bon, les règles du débat tel qu'il est spontané, moi ça ne me dérange pas à la limite. Non. D'accord. Mais Mais je nous avons voulais le temps de 2 pouvoir points en parler, mais après... sur les cette cases aussi, hein. question-là, des élections. Oui. Moi, à mon avis, les intentions du pouvoir, qu'ils les craignent ou qu'ils ne craignent pas ou qu'ils s'en fichent, c'est une autre histoire, c'est un autre débat. Je voudrais simplement relever 2 points pour montrer
à quel point ils s'en fichent et qu'ils n'ont pas peur et qu'ils osent et qu'il n'y a pas de souci. Dans l'illégalité la plus réelle, la plus palpable, on a actuellement des têtes de liste, des ministres qui sont du pouvoir exécutif et qui se présentent pour les législatives. 6, je crois. Voilà. Et quand ils sont têtes de liste, Oui. ils vont être élus. Et ils vont se retrouver donc parlementaires. Et ils n'ont pas démissionné. Il n'y a pas de démission. Oui, oui, il n'y a pas de mise Ils ont été fin. mis en congé. C'est une Ils ont nouvelle été- formule. C'est un Hein. congé, voilà. Ouais. Mais il n'y a pas, par décret, mise... Vous savez pourquoi? C'est pour qu'une fois élus, ils peuvent réintégrer leur poste au Oui, ministère mais- et laisser leur place aux suppléants. C'est la loi. Hein. Oui, d'accord, mais Ça ça veut dire que c'est n'empêche d'une pas, pierre ça deux n'empêche pas coups. de respecter la loi, c'est-à-dire par décret, Là- de mettre fin à leurs fonctions définitivement. Quitte à les quitte à réintégrer par la suite. réinstaller plus tard. Ouais. Là, on va se retrouver avec 6 ministres, légalement ministres, et qui en même temps députés, et qui est une infraction flagrante à la règle de séparation des pouvoirs. Ça. Deuxième question, qui n'est pas beaucoup abordée parce que les gens sont... La question du tiers des votes pour les femmes. Oui. Les femmes sont des citoyennes. Et si elles commencent à faire des quotas, ça ne marche pas. La règle fondamentale d'élection, c'est l'universalité. Absolument. Une Donc, voix. on peut avoir 90% de femmes ou 10% ou autres, etc. Et il y a d'autres procédés pour encourager la participation de la femme sur la scène politique, qui est bien sûr une très très bonne chose, parce qu'elle est déjà sur la scène du travail, déjà sur la scène, beaucoup d'autres scènes. Là, le quota. Pourquoi pas un quota pour les jeunes, pour les vieux, pour les militaires, Pour les handicapés. pour les handicapés, etc. Il y a la même chose en France, vous savez. Non, non, Avec non, un non, quota non, pour les non, femmes. non, non, non. Pour les listes Non, qui sont non, non, je ne suis constituées. pas d'accord. Non, Si. je veux dire, Euh, légalement, Aziz c'est Aziz anticonstitutionnel. Là, en Aziz France, c'est ce qu'il y a. Aziz Alani, Il une faut du petite remarque. copier-coller à la France, Non, si non. vous permettez. Hein. Je ne suis pas d'accord avec vous. Ben, c'est pas une Mais question de pas nous d'accord, allons c'est la voir, réalité. Nous allons voir. Oui. Je crois que ce dont vous parlez, Oui. c'est par rapport aux nominations, pas aux élections. Mais On ne parle fait pas des de listes qui discrimination positive Oui. au niveau de la représentativité. On laisse le peuple choisir. Oui, mais C'est la le liste, suffrage la universel. constitution Alors, vous de la pouvez. liste. Est-ce que le Parlement français, Elle est il y paritaire. a un tiers ou une moitié de femmes? Non, je vous parle de la constitution des candidatures, des listes. C'est une constitution paritaire. Pour les Le- partis politiques, sinon ils sont obligés de payer une Et amende. c'est obligatoire, oui. Ils sont obligés de payer une amende. mais à mon avis, moi je n'ai jamais entendu parler de ça. Il y a Si, une si, loi c'est en Jospin Algérie. qui a mis ça en place. Il y a une loi en Algérie, Oui. c'est même dans la Constitution. C'est totalement illégal et anticonstitutionnel. Et en plus, pourquoi ils ne nomment pas la moitié des ministres femmes? À la limite, Par là, ça exemple. se comprendrait. Et sur plein d'autres domaines Oui. où la femme Ou alors on est met absente. une fois président femme, une fois président homme. Alors le tiers à des la femmes, limite. le tiers Ouais. est un procédé totalement illégal et anticonstitutionnel, un point, c'est tout. Ça n'a pas Très du bien. tout. Voilà. Alors pour revenir à ces questions de, je crois, de la cherté de la vie, Nous allons d'abord voir Rachid qu'est-ce qu'il pense du même sujet puisque nous ne l'avons pas. Et puis nous revenons à vous pour la cherté de la vie. Pour ces gens qui appellent à voter, qui participent, des participationnistes, est-ce que nous pouvons les croire, nous dire non, ils sont animés de bonnes intentions, de servir, de représenter leurs compatriotes? Vous savez, c'est comme dans tous les domaines. Vous allez forcément trouver des gens qui ne recherchent que leur intérêt personnel et leur intérêt matériel, mais dans le lot, sur les 12 000 candidats, je pense que raisonnablement, on peut considérer qu'il y a à peu près 10% qui sont des gens sincères et qui veulent le bien à la fois de leur circonscription ou le bien du pays. Donc oui, je pense qu'il y a bien 10% de gens qui sont Alors je vais vous poser une question sincèrement, précise. Quand vous au étiez service de l'intérêt vous-même général. ancien candidat, donc la J'ai pas candidature a réussi été à être candidat. déboutée. Tout à fait. Alors, j'ai posé une question. Sur les 12 000, il y a 10% de gens honnêtes, intègres. OK, on est Qui veulent preneur. servir On est l'intérêt preneur. général. Oui. Le problème est que nous ne demanderons pas aux gens d'être seulement honnêtes et intègres. Nous Une leur bonne base, demandons hein. d'être aussi intelligents, de disposer Compétents. d'un minimum de perspicacité. Or, ces 10%, est-ce qu'ils ne devraient pas savoir qu'ils ne vont rien pouvoir faire d'autre que de cautionner ce régime? Ça veut dire, dans un Parlement dont les résultats sont connus à l'avance, je vous le donne maintenant, je vous les donne maintenant les résultats. Le RND et le FLN à eux seuls vont être majoritaires absolus. D'accord? Vous voyez, Djebel. je vous donne le résultat. C'est Djebel, Attendez, oui. autour d'eux vont s'agglomérer des formations vassales, il n'y a pas d'autre mot, et des indépendants envoyés en mission qui vont faire, qui ne vont pas être majorité simple.
Ils vont avoir la quasi-totale majorité. Il va y avoir après 10% de ces gens dont vous nous parlez, de ces 10% des 12 000, qui vont faire du cirque et du cinéma, lequel cirque et cinéma va servir d'image du pouvoir qui va dire « Regardez, regardez dans les travées comment on nous insulte, comment on brandit des pancartes contre nous, comment on insulte le président de la République, comment on fait le coup de feu et le coup de poing. » Mais il faut bien commencer quelque part, c'est Jamal Benchedouf. Vous savez, je crois qu'en politique, il ne faut pas tomber dans le piège de l'immédiateté, tomber dans le piège du « allez, je veux tout de suite, un changement tout de suite ». Si nous nous pressons, nous n'arriverons à rien. Ça fait 55 ans qu'il y a des opposants en Algérie, ça fait 55 ans qu'on critique le régime en place, et ça fait 55 ans que le régime est toujours en place. Donc je crois qu'il faut qu'on change de stratégie. Laissons la chance à ces gens, comme M. Missoum qui a été député, comme M. Zeggad qui a été député. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais au moins... Non, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Ils ont animé une scène politique qui n'en est pas une. Tout seul, on ne peut rien faire. Il y aura toujours une douane avec ce régime. Il n'est pas suicidaire, il ne vous laissera pas applaudir des deux mains. Vous en faites pas. J'ai souhaité être candidat et je vous le dis dès maintenant, je serai candidat à toutes les élections, même si je suis débouté à chaque fois. Parce que je suis sur une démarche à long terme, sur 20 ans. Je sais qu'il y a énormément d'imperfections dans ce pays. Je sais qu'il y a aussi des gens qui veulent du changement à l'intérieur de ce pays, mais qui ont peur ou qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Et je veux être, à mon niveau, quelque part, leur avocat, leur représentant, même si la situation est difficile. Très bien, vous êtes un bon avocat. Un bon avocat qui ne convainc pas tout le monde. Hein, allez. Sur la cherté de la vie. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous avons à peu près 2 minutes chacun. En 1 minute déjà, je dois quand même reprendre là-dessus. Moi, je pense que le régime, volontairement, consciemment, sciemment, tend à fragiliser, après la société, à fragiliser les institutions du pays. Parce qu'il y a des institutions? Oui. Autrement que des façades? Ceux qui avaient comme façade tendent encore plus à les fragiliser. La présidence de la République actuellement est quelque chose, on sait, elle est complètement fragilisée, elle passe pratiquement plus la présidence de la République, qui est l'une des institutions les plus importantes, ou la plus importante du pays. La représentation nationale, qui doit fonctionner. À mon avis, l'armée n'est pas une institution. À mon avis, l'armée est un corps constitué. C'est la base. Non. L'institution, c'est les institutions républicaines, qui sont le Parlement, le Conseil constitutionnel, la présidence de la République. Or, l'armée est un corps constitué au service du pays et des institutions. Laissez-moi terminer. Le Conseil constitutionnel, par exemple, devait intervenir pour ne pas accepter. Et comment il va faire pour, après les élections, quand il aura un ministre en exercice, en même temps député? Qu'est-ce qu'il va faire, le Conseil constitutionnel, à ce moment-là? Est-ce qu'il va annuler l'élection du ministre en exercice pour une autre chambre qui n'a rien au législatif? Ça, c'est... On va voir le Conseil constitutionnel. Ce qui est certain... La personne qui vous appelle tient vraiment à vous parler. Hein. Apparemment. Ça nous fera de la musique brute. Oui, ça fera de la musique. Je suis vraiment désolé. Ouais, ça fait. Donc, c'est voulu. On veut casser les institutions du pays, ce qui en reste. Elles sont décrédibilisées, mais il y a une volonté de les casser totalement et de les décrédibiliser. Alors, un mot sur la cherté de la vie. La cherté de la vie, c'est le dinar qui perd de sa valeur. Ce n'est pas les produits qui augmentent, c'est le dinar qui baisse. Et le dinar est indexé, entre autres, au prix du pétrole et autres, etc. Dans le système d'indexation du dinar tel qu'il est voulu, premièrement, actuellement, les augmentations arrangent le pouvoir parce que ça leur permet de pomper une grande partie de la masse monétaire qui est au niveau de la population. C'est une évidence. Les économistes du pouvoir travaillent là-dessus, donc l'augmentation les sert à ce niveau-là. Deuxièmement, la baisse du dinar. C'est la baisse du dinar qui fait croire aux gens qu'il y a une augmentation du prix du produit. Ce qui intervient dans le prix du produit reste le même. Les intrants, le travail, le salaire, pas que ça, etc. Il y a aussi le fait l'augmentation est due simplement à la baisse proportionnelle du dinar. Et plus le dinar baisse, plus il y a une augmentation de prix.
Et, C'est assez bien et pas que ça, voyons. les recettes d'hydrocarbures. Ben justement, les recettes, elles baissent, donc Oui. le dinar perd de sa valeur parce qu'il était indexé par rapport à cela. Et c'est pour cela, chaque fois qu'il y a une baisse des rentrées en devises, le dinar baisse d'une manière correspondante et proportionnelle. Et à ce moment-là, on a l'impression que les affiches, que les prix augmentent. Mais en fait, les prix n'augmentent pas. C'est le dinar qui baisse. Et vous faites quoi des circuits de distribution qui sont complètement, entre guillemets, instrumentalisés? Vous savez très bien qu'en Algérie, on a plusieurs exemples. Il y a des producteurs, par exemple, de patates qui ont fait exprès de garder ces patates dans des grands congélateurs. Ça nous renvoie aux années 60, Mais 70, c'est ce qui se avec la passe. révolution Mais c'est ce agraire. qui se passe. Avec tout ça, on a toujours On eu ce système de organise. pénurie. Non, on organise la pénurie en Algérie pour faire augmenter les prix des produits alimentaires. C'est voulu, c'est pas que la baisse du dinar. Mais qui veut faire cela? Le régime, des spéculateurs? Vous savez, le système algérien, c'est quoi? C'est qu'on a des politiques, on a des hommes d'affaires, on a des spéculateurs. Comme vous l'avez si bien précisé tout à l'heure, c'est un ensemble. Ils s'entendent entre eux. Vous savez, quand vous faites augmenter le prix de pas de la cerise, parce que les gens n'ont pas besoin de manger de la cerise, mais le batata, thoum, quand on augmente ces produits de base, vous savez ce qui se passe? Les gens n'ont plus le temps de s'occuper de la politique. Ils n'ont plus le temps de se poser la question si le président est malade ou pas malade. Ils n'ont pas le temps de savoir si Bouchouareb a un compte avec 700 000 euros Panama Papers. Non, Ramlahin, fait le batata au thoum. Donc ils n'ont pas le temps de penser à autre chose. Vous savez, c'est la loi des reins. Mais c'est une recette qui est appliquée à nouveau aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'elle existe depuis les années 60. Mais on n'est pas là en train de faire, j'aimerais dire, le procès de la nouveauté ou de l'ancienneté. Ce sont les vieilles recettes qui fonctionnent toujours. Aujourd'hui, on est en 2017 et nous avons les 40 voleurs qui jouent avec le peuple algérien comme ils joueraient avec la Nintendo. Et ça, c'est gravissime parce que nous avons des 40 voleurs qui sont contre le peuple algérien. Samir, nous arrivons à la fin de l'émission. Sur la cherté des aliments et des produits de première nécessité, etc. Je pense que ça fait des années que les Algériens ils signalent la cherté de la vie. C'est de plus en plus difficile et nous continuons en fait, on y va. Comme on a quand même un gouvernement, un régime et tout ça qui a fait dans la gabegie totale en fait pendant à peu près 15 ans ou presque 20 ans, ils ont touché énormément d'argent grâce au prix du pétrole. Ils les ont très mal utilisés ou pas du tout utilisés quand ils ne les ont pas détournés. Ils ont cassé l'économie, ils ont cassé la finance, ou du moins, ils n'ont jamais fait le nécessaire, en fait, les circuits financiers, les banques, etc. Rien n'est fait, tout est à faire. Excusez-moi, par incompétence ou par volonté? Je ne sais pas, j'imagine qu'il doit y avoir des deux, à mon avis, mais le résultat est qu'ils ont détruit l'économie et la société algérienne. On voit ces effets, on a des symptômes, en fait. Moi, je n'arrive pas à comprendre, parce que appelons-le cet État. Cet État, si tant est que c'est un État, il devrait pouvoir se doter d'un minimum de possibilités de régulation pour empêcher que les choses n'aillent trop loin. Là, je vous donne l'exemple tout simple. Laissons l'exemple de la cerise qui est trop outrancier. Prenons par exemple l'exemple de l'ail. L'ail qui est arrivé à 1800 dinars. 1800 dinars. Ça veut dire, pour que les gens qui ne connaissent pas l'Algérie, qui en France, aient un ordre d'idée. C'est un peu comme si par rapport au SMIC en France, ils achetaient de l'ail à 150 euros le kilo, voilà. À peu près. C'est l'équivalent de 1200 euros français. Parce oui, parce qu'aujourd'hui, le prix... oui, tout à fait, vous avez raison. Par rapport au SMIC, c'est comme s'ils achetaient, c'est un SMICard en France, allaient acheter de l'ail au supermarché à 150 euros. En fait, c'est une histoire de pouvoir d'achat. C'est-à-dire, du point de vue du pouvoir d'achat, ils ont. Oui, mais l'État, pourquoi il n'intervient pas pour empêcher? À la limite, il n'intervient pas dans tout, c'est un bricoleur. Mais là. À mon avis, ce sont les lois de l'économie, en fait. Ça ne rate pas, en fait. Ça ne rigole pas. L'offre et la demande. Dans son état le plus brutal. Absolument. Il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions pour que ça marche. Il faut voir ce qui a été fait depuis une dizaine d'années pour comprendre dans quoi on est maintenant, en fait. Et comme ils ont fait n'importe quoi, on se retrouve dans une situation très, très méchante. Il paraît là aussi c'est à confirmer auprès des responsables de la Banque centrale, etc. Il paraît qu'ils sont en train d'éditer
des billets. La planche à billets, ils sont en train de. Oui, exactement. Mais là, on ne comprend pas. Certains disent qu'ils sont en train de résorber, d'autres disent qu'ils sont en train d'émettre. Moi, je reprends ce qu'a dit quelqu'un sur votre plateau. Oui, Ali Benouari. Ali Benouari, qui était quand même ministre du budget, il me semble. Il a parlé d'une planche à billets. Donc, c'est sous réserve, ou c'est-à-dire que c'est lui qui a annoncé ça. Ce qui expliquerait un peu l'inflation, en fait. C'est-à-dire que les prix vont exploser. Si on met de l'argent et pas l'équivalent en produit, les prix explosent. Absolument. Et du coup, on a fait n'importe quoi jusqu'ici. Le régime algérien a fait n'importe quoi jusqu'ici. Nous sommes en train de le payer et malheureusement, on va le payer encore beaucoup plus cher. Et c'est le plus petit qui se mouille. Absolument. Voilà. Merci beaucoup. Cette émission est arrivée à sa fin. Merci Rachid Nekez, merci Azdine Zalani, merci Samir Belatesh. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bqaw ala khair, b'slama.